Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant pour la dernière conférence la locale de l'étape, pour avoir une métaphore cycliste, Marie-Catherine Demarnay. C'est la locale de l'étape, mais c'est un peu comme Liège-Bastogne-Liège parce qu'elle a fait un long détour, plus long que Bastogne, puisqu'elle a fait une carrière aux États-Unis où elle a fait sa thèse à l'université de Stanford sous la direction de Christopher Manning. Elle a été professeure à la Ohio State University, avant de revenir, donc pas à Liège, mais à Louvain-la-Neuve, où elle est donc maintenant chercheuse qualifiée au FNRS. Elle est professeure dans notre faculté et spécialiste de traitement automatique du langage, et je l'accueille avec plaisir. Merci Marie-Catherine. Merci Anne et Cédric pour l'invitation. Et donc oui, je suis en fait enchantée d'être revenue dans mon alma mater, lycée Louvain. Donc je vais essayer un peu en fait de concrétiser ce dont Nicolas et Jean-Gabriel ont parlé dans ce que je fais. Donc comme Anne l'a dit, je travaille dans le traitement automatique du langage. Peut-être que ça va un peu répondre à la question de Thomas, mais donc si mon fils, disons que je suis très occupée, je vais répondre assez brièvement, me demande puis-je avoir 20 € parce qu'il part au cinéma avec des amis, et je lui dis mon sac est dans le salon à côté du grand fauteuil. Il m'a posé une question oui/non. Est-ce que j'ai répondu par oui? Dans un certain sens, oui, mais pas explicitement, d'accord? Mais vous allez tous comprendre, si vous étiez mon fils, que vous pouvez sans doute aller chercher dans mon sac. Qu'est-ce que vous allez trouver dans mon sac? Mon portefeuille, probablement, ou, si je ne mens pas, il va y avoir 20 €, d'accord? Combien est-ce qu'il y a de fauteuils dans mon salon, vous croyez? Plusieurs. On va aussi inférer qu'il y a plusieurs fauteuils quand je dis ça. Hein. Donc, c'est assez incroyable, en fait, la faculté langagière que l'homme a. Et donc, ce que nous, en traitement automatique du langage, on essaye de faire, c'est de construire des machines, sans vouloir vous effrayer, qui vont comprendre le langage comme nous, si possible. Et je vais vous montrer qu'on n'y est pas encore. Moi, je travaille principalement ces dernières années sur la factualité des événements, en essayant de mettre sur le côté la crédibilité de la source. Okay, donc, on va juste prendre la source comme de l'argent comptant. Si on lit donc, en médecine, il n'y a pas de trace de la propagation du cancer. On ne veut pas extraire qu'il y a juste donc, cette clause ici que le cancer s'est propagé. Parce qu'il y a donc cette négation. D'accord ? Quand je dis ça, on comprend bien qu'en fait, il n'y a pas de propagation du cancer, en tout cas pas de traces. Mais jusqu'en fait très récemment, on travaillait au niveau de la clause, d'accord ? Et donc on essayait de juste extraire ce qu'on avait là. Mais ça, c'est tout à fait erroné. Alors vous allez peut-être me dire, bon, mais oui, mais il y a quand même clairement une négation ici, donc peut-être que la machine devrait comprendre ça. Mais si on regarde quelques exemples, en fait, la négation, qui est un tout petit mot, hein, est très subtile. Voilà les exemples. Donc si on dit le SWAT team, l'équipe SWAT n'a pas pu rentrer dans le building, là, est-ce qu'ils sont rentrés dans le building? Non, d'accord. Les enfants n'ont pas regretté aller à la fête. Sont-ils allés à la fête? Oui, d'accord. Il y a aussi tout ce qu'on appelle en anglais neck raising. Je n'ai pas trouvé la traduction en français. Si je dis je ne pense pas que vous devriez y aller, est-ce que je veux dire que vous devez y aller? Non, je dis que vous ne devriez pas y aller, d'accord? Mais donc, de nouveau, si on extrait ça, en fait, on extrait quelque chose d'erroné, d'accord? Et puis, il y a tout ce qui est évidentialité, hedging, où là, en fait, la prosodie, l'intonation a énormément d'importance. Si je dis je pense qu'on devrait arrêter ici, est-ce que je pense de façon rhétorique ou est-ce que j'essaie de vous dire gentiment, si je dois dire ça à mon doyen, hein, je ne vais peut-être pas lui dire Cédric, on arrête ici, je pense qu'on devrait arrêter ici, je veux dire on devrait arrêter ici. Et donc tout ça, en fait, juste pour vous montrer que le langage est assez subtil et qu'on voudrait essayer de modéliser tout ça. Ah oui, donc j'ai oublié mes petites animations. Je vais d'abord vous faire une brève histoire de l'évolution du traitement automatique du langage naturel qui va rejoindre ce que Nicolas a expliqué. Donc ça commence dans les années 50, surtout avec la traduction automatique, vu le contexte de la guerre froide.
où le français était évidemment assez présent, vu qu'on avait des corpus parallèles. Nicolas a mentionné l'importance d'avoir des données pour tout ce qui est machine learning. On avait donc des corpus anglais, français, grâce au Canada surtout. Dans les années 60, on a ELISA, l'ancien système, pas le nouveau dont on a parlé récemment dans les médias, où c'était juste basé sur des règles. Et donc, ça simulait, c'était un chatbot, en fait, c'est un des premiers chatbots, ça simulait un psychologue qui, en fait, allait juste vous retourner votre affirmation en question. Donc ça, on sait faire assez facilement avec des linguistes qui s'asseyent, qui écrivent des règles. Comment transforme-t-on une affirmation en question ? Après, on a eu le monde des blocs. Jordu de Winograd à MIT, où ici vous ne pouvez pas vraiment bien le voir, mais donc au début il n'y avait pas de couleurs évidemment, et donc les couleurs étaient notées sur l'écran, donc red, blue, et vous pouviez de nouveau interagir avec le système et demander prends le grand bloc rouge, dépose-le sur le bleu, d'accord ? Et donc là, on va comprendre que ça veut dire sur le cube bleu, d'accord ? S'il y avait une pyramide bleue, quand je dis prends le grand bloc rouge et dépose-le sur le bleu, je veux dire sans doute sur le bloc, le cube bleu. Puis il y a eu toute la tradition shankienne des scripts, où là, de nouveau, c'était en fait des systèmes qui étaient très, très puissants, mais fort limités. C'était donc de nouveau des gens qui s'étaient assis, qui ont écrit des règles. Il y a donc le fameux script du restaurant. Qu'est-ce qui se passe dans un restaurant ? On est accueilli à l'entrée, le serveur nous assied à table, on va réserver, commander son menu, etc., etc. Et ça, on savait faire énormément d'inférences, parce que tout avait été manuellement encodé. Donc très, très puissant, mais limité. Ensuite, donc on a tout ce qui est donc la syntaxe. Je vous ai parlé qu'on voulait extraire certaines clauses. Donc ça, on savait faire convenablement, de nouveau, grâce à toutes des règles de grammaire qui avaient été convenablement écrites. Et puis alors, avec l'avènement du web et de toutes les données, on va arriver à l'ère non plus symbolique, mais une ère statistique. Et donc là, maintenant, on va avoir la prolifération de données, de nouveau grâce à des linguistes, peut-être parfois avec de la notation crowdsource, tous des corpus, donc des tree banks. Ceci, c'était une étudiante de Joachim Livret à Uppsala qui a fait un corpus en fait du farsi, du perse, et je trouvais que c'était une très belle illustration, parce que donc on appelle ça des tree banks pour tout ce qui est de la grammaire. Donc on a donc l'ère Ngram, et donc voilà, le web, à l'heure actuelle, il y a toute la prolifération des données avec les dangers qui ont été mentionnés, mais aussi en fait tous les avantages qu'on a. On a à sa disposition maintenant des données illimitées. Et je vais juste mentionner brièvement cette technique qu'on appelle word embeddings en anglais, qui s'appelle prolongement lexicaux, je crois, en français. Plongement, oui, plongement. Et donc, un de ces word embeddings s'appelait Elmo, d'accord ? Et donc, dans le sous-domaine du traitement automatique du langage, on parle de tous ces Muppet models. Et puis, donc qui ont vu le jour grâce à l'ère neuronale, et donc ces systèmes de réseaux de neurones qui ont été déjà décrits. Donc mon advisor, mon promoteur Chris Manny a parlé en 2015 pour notre domaine du tsunami de deep learning. Tout d'un coup, notre domaine a été vraiment submergé par ces nouvelles, elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais ces techniques qu'on redécouvrait, disons en tout cas dans notre domaine. Et on a commencé donc à utiliser tous ces modèles BERT qui a été mentionné. Donc BERT, Roberta, de Bertha, Grover, et alors vous avez tous entendu parler, et on en a parlé aujourd'hui, de ChatGPT, et tout d'un coup ma ligne du temps s'accélère, comme on en a aussi déjà mentionné, et donc la grande question c'est qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite. Mais donc moi ce que je voulais vous montrer rapidement ici, c'était donc ces word embeddings. En fait, on a tout d'un coup shifté l'idée de la représentation du sens des mots. Avant, on se disait il y a un lexicographe qui va s'asseoir, qui va définir le mot. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, comment est-ce qu'on apprend le sens des mots ? Eh bien, en contexte. Et donc, on va juste maintenant baser le sens d'un mot par la co-occurrence des mots qui l'entourent.
Et donc, c'est ce qui a été fait en 2013. C'était un chercheur chez Google qui a sorti ce qui s'appelait Word2Vec à l'époque. Et donc, on a une énorme matrice où on va simplement prendre tous les mots. Donc, c'est énorme. Hein, et donc, voir combien de fois est-ce que un mot apparaît dans un contexte, une fenêtre qui va être définie. Donc, par exemple, ordinateur va sans doute apparaître plus fréquemment avec touche, écran, que abricot, d'accord ? Et en fait, on a réalisé que ces énormes matrices qui donc maintenant, donc un mot va être représenté par un vecteur de co-occurrence de mots, d'accord ? Donc ça va être ce qu'on appelle la sémantique distributionnelle. Et en fait, on pouvait faire des tas d'opérations sur ces représentations qui avaient l'air d'avoir du sens pour des linguistes. Donc si on prenait la représentation du mot roi, qu'on y soustrait la représentation du mot homme, qu'on rajoute la représentation pour femme, on arrive à reine. Et donc on pouvait féminiser en fait les mots en regardant simplement leur place dans cette énorme représentation matricielle. Donc Mikolov avait fait tous ces tests. Si on prend le vecteur Paris, qu'on y enlève le vecteur France et qu'on fait la même chose pour Italie, vous croyez qu'on tombe sur quoi ? Rome, et oui, et effectivement, on arrive, enfin, pas exactement sur Rome, mais en regardant une distance, on arrive très très proche du mot Rome. Mais donc tout d'un coup, on avait dans ces représentations quelque chose qui avait l'air de se rapprocher de la façon dont nous, en tant qu'humains, on comprend le sens des mots. Et donc Hamilton à Stanford a utilisé ça pour essayer de voir quelle est l'évolution du sens des mots en fait. Et donc ce qui est assez dingue, c'est qu'il suffit d'avoir des données. Il suffit d'avoir des données et on peut découvrir des patterns. On reviendra sur ça à la fin. Mais donc il a utilisé les Google Books, okay, donc qui ont digitalisé énormément de livres. Et donc la façon dont il va faire ça, il va prendre des représentations vectorielles, par exemple, disons en 1900, et les comparer à la représentation qu'on a 100 ans plus tard. Donc, par exemple, si on prend la représentation de Hautfoul au début du siècle et à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? Et on peut aller chercher quels sont les mots qui ressemblent au mot Hautfoul, qui sont proches, dans cet espace vectoriel du mot Hautfoul. Et donc, quand on fait ça, donc il les compare. Et donc, par exemple, c'est ce qu'il a ici. J'ai repris juste ça de son article. Donc, par exemple, on voit que Hautfoul, au début, en fait, venait de full of awe, donc plein d'admiration. Et puis, c'est un mot qui a évolué et qui maintenant a plus le sens. En fait, à un moment, le sens de terrible. Et puis, Hautfoul, en fait, évidemment, le gros problème de ces représentations, c'est que les antonymes vont être aussi très proches des mots. D'accord ? Blanc va souvent apparaître dans un contexte avec noir, d'accord ? Mais ça permet quand même aussi de comprendre quel est le sens du mot, même si on a les antonymes. Je voulais juste faire un tout petit détour avant de revenir à la factualité d'événements et de ces modèles, ces grands modèles de langage. En fait, on parle souvent maintenant de l'IA, un peu dans tous des sens différents. Et je crois qu'il faut être bien conscient qu'il y a deux types de l'IA de génération, d'accord, qui vont générer des données, par exemple pour la traduction automatique, ça c'est vraiment très important, et ChatGPT tombe dans ce secteur-là, et alors de l'IA de classification, donc par exemple l'imagerie médicale et des choses comme ça. Si vous avez une tache, est-ce que c'est un mélanome ? Bon là, il y a une labellisation, oui, non, d'accord. Et donc, pour revenir à mon domaine, dans le traitement automatique du langage, évidemment, on a deux types, quoi. Donc des chatbots qui vont dialoguer avec vous, je vais mettre ça entre guillemets. La traduction automatique, c'est de la génération de texte, mais puis on fait aussi de la classification. Donc moi, la question qui m'intéresse ici, c'est, voilà, j'ai un événement, est-il présenté comme vrai, faux ou on ne sait pas. Vous pouvez prendre tout ce qui est review de produits. Et donc là, on peut se demander, est-ce que c'est une review positive du produit ? Donc, exprime-t-elle un sentiment positif sur ce produit, négatif ou neutre ? Là, c'est de la classification. Donc, en 2021, il n'y a pas tellement longtemps, on pouvait lire sur le site de Microsoft que
leur système, leur gros modèle de langage de BERTA surpasse les performances humaines sur le benchmark Superglue. Okay, donc de nouveau, pour revenir à ce que Nicolas a dit, en fait, la façon dont on teste ces systèmes, c'est sur des données. D'accord ? Et donc, il faut en fait toujours bien regarder quelles sont les données qu'on utilise pour tester ces systèmes. Et donc, effectivement, l'humain avait plus ou moins 90%, un peu moins, et de BERTA battait Google. Évidemment, ils étaient très contents de ça, d'un petit peu. Mais de nouveau, comment est-ce que les performances humaines étaient calculées ? C'était des crowdsource, des annotations crowdsource. Donc évidemment, les gens veulent juste vite répondre. Et quand on regarde le détail de ce benchmark, c'est un benchmark qui est constitué de 8 tâches différentes qui visent évidemment à essayer de travailler sur la compréhension du langage. Je ne vais pas tout détailler. Donc, il y avait des réponses aux questions, mais avec choix multiples. D'accord ? Donc là, ça ne génère pas du langage. Ça dit quel du choix est correct comme réponse à la question. De la désambiguisation. Donc, par exemple, room and board. Est-ce que c'est le même sens que inhale boards across the windows ? Okay. Non, ici non. Et la coréférence, donc ça, on est vraiment excellent en tant qu'humain pour ce genre de choses. Genre, le trophée ne rentre pas dans le sac, il est trop grand. Ici, quand je dis ça, il réfère à quoi ? Le trophée. Mais si je dis, il est trop petit, je ne sais pas comment on repart en arrière. Ah. Alors, ça devient le sac, oui. Il est trop petit, ça devient le sac. Et donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'en fait, si on regarde en détail, en tout cas quand Microsoft a dit ça, pour les tâches de désambiguation et de coréférence, l'homme battait la machine. D'accord ? La machine, en fait, et surtout, celui-ci, la machine n'était encore qu'à 77%, alors que l'homme fait quasi 100%. Donc moi, la question qui m'intéresse ici, c'est est-ce qu'on sait faire cette tâche de factualité, comme je vous ai montré ? Donc, si je dis il n'y a pas de trace de propagation du cancer, est-ce qu'on peut extraire le cancer s'est propagé, oui ou non ? Et on peut maintenant répondre à cette question parce qu'il existe énormément de données qui ont été annotées pour cette tâche. Okay, donc, rejoignant à nouveau ce que Nicolas a dit. La différence entre la colonne de gauche ici et de droite, c'est que ici, c'est tous des événements enchâssés, comme ceux que je vous ai présentés, qui ont été annotés. Et c'est une tâche assez difficile. On a demandé à des humains d'annoter donc la véridicalité, la factualité des événements sur +3 à -3. -3, ce n'est pas, l'événement est faux. +3, c'est vrai. Et vers 0, on ne sait pas. Et alors, donc, voilà, BERT. Donc, à l'époque, j'avais utilisé BERT. J'avais aussi fait des tests avec RoBERTA qui étaient un petit peu plus performants, mais on obtenait plus ou moins les mêmes résultats. Donc, un large modèle de langue. On obtient une corrélation. Donc, 1, ça serait parfait, d'accord, de quasi 0,9. Donc, à première vue, c'est assez impressionnant. Parce que donc, ce que le système va sortir, c'est un nombre entre +3 et -3 qui doit correspondre à la moyenne des scores que des humains ont donnés pour cet item. Et si on compare à des systèmes qui existaient juste un petit peu avant, un système basé sur des règles, d'accord, donc qui obtenait 50%. Ici, c'est aussi donc, du machine learning un peu compliqué, avec différents systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, c'était moins bon que les règles. D'accord ? Et ici, ce système-là, c'est donc ce large modèle de langage qui a vu un petit peu de mes données. D'accord ? 250 phrases de mes données. Et vous voyez ce qu'on obtient là. Mais si j'utilise BERT sans mes données, sans mes 250 phrases enchâssées, là d'événements chassés, et que j'utilise exactement les mêmes données que ce système ici, on n'arrive qu'à 0,6. Donc en fait, sans voir de nouvelles données, BERT n'est pas capable de généraliser. Donc ça, c'est quand même vachement moins bien que ce que l'homme fait, d'accord ? Dans un certain sens. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est, OK, très bien, on est à 0,9, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et donc, en fait, BERT apprend, je vous avoue, au début, quand je regardais la sortie de BERT, j'étais assez bluffée. J'étais là, c'est quand même incroyable ce que BERT arrive à faire. Mais en fait, il apprend des patterns très, très subtils et
Quand c'est fréquemment lié à cette réponse-là, ça marche, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là que l'humain va être un peu plus performant que la machine. Donc ces constructions qui sont souvent indicatives de ce qu'on appelle le neck raising, donc je ne pense pas que blablabla, je ne crois pas que blablabla, ou en fait vous voulez dire non blablabla, d'accord ? Il va apprendre ça. On lui a juste donné du texte avec un score, hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Il va l'apprendre parce que dans 90% des cas, effectivement, la phrase, la clause est vue comme non véridicale, non factuelle. Mais ici, donc je vais peut-être traduire, il dit « Et je ne pense pas que je suis trop fier si je dis que très peu des plans qu'il a faits ont dû être amendés. » Mais donc ici, on a cette construction souvent indicative du neck raising, « I do not believe », qui en fait n'est pas du tout la phrase matrice de cette clause-là, mais il va latcher sur ces mots et se dire « Ah oui, ok, j'ai vu I do not believe là. J'ai très très souvent vu que I do not believe voulait dire non, la clause enchâssée n'est pas vraie. » Et donc, il va prédire quelque chose de très négatif, alors que la notation humaine est en fait positive. Et ça, en fait, si on avait quelques règles de grammaire, on pourrait très facilement voir, ici on parle de I say that, ce I do not believe n'a pas grand-chose à voir avec cette phrase-là. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a en main ? On a des systèmes qui donnent l'illusion d'imiter la compétence langagière humaine, et ça, je crois que c'est très, très important, surtout quand on utilise des systèmes comme ChatGPT, d'accord ? Ne surtout pas donner des intentions, planning, action à ces machines, d'accord ? Mais ce sont des outils extrêmement performants. Peut-être que vous avez vu un peu mon style de présentation qui est assez direct. Parfois, quand j'écris des emails, ils sont un peu très directs. Et j'avais essayé l'autre jour de demander, j'avais juste copié-collé mon email, demandé à ChatGPT adouci le ton, et c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai repris quelques phrases, c'était un petit peu trop adouci à mon goût, mais voilà, on peut l'utiliser. Donc très utile pour certaines tâches. Par exemple, pour revenir au web. Il y a des tas de figures, il y a énormément de données qui ne sont pas textuelles et on peut demander maintenant à ces machines de créer une description. Et donc on peut, pour des langages qui sont de faibles ressources à l'heure actuelle, mais qui ont beaucoup d'images, on peut en fait tout d'un coup générer automatiquement du texte et permettre peut-être d'avoir plus de digitalisation de ces langues-là. Je voudrais quand même revenir sur le point que toute nouvelle technologie est en fait à double tranchant. D'accord ? Donc ça découvre des patterns de façon assez bluffante. Mais évidemment, comme c'est basé sur des données, il y a le risque d'une amplification de biais qui existent naturellement dans les données. Et à nouveau, ça peut être vu en fait comme un avantage aussi, parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait conscient de l'existence de ces biais dans les données. Mais quelque part maintenant, donc l'IA, ou en tout cas ces larges modèles de langage, vont pouvoir faire remonter à la surface ces biais qui existent dans les données et qui est quelque chose que nous, en tout cas en sciences humaines, on est quand même fort intéressés à étudier. Ici, en tout cas, j'ai fait ça la semaine passée, j'ai testé, ça marchait encore. Peut-être que Google a changé depuis lors. Mais si on tape « the teacher », ça se traduit par l'enseignant. « The nurse », c'est l'infirmière. Désolé, mais Google pourrait quand même dire qu'ici, il y a un problème de genre. Si vous tapez juste, si vous enlevez l'article, si vous mettez juste « teacher », ça dit l'enseignant, l'enseignante. « Nurse », l'infirmière, l'infirmier, l'infirmière, quand même dans le même sens. Mais voilà, c'est pas... On comprend pourquoi Google va sortir quelque chose comme ça, parce que dans les données, bien sûr, il y a sans doute plus d'infirmières que d'infirmiers. Ici, c'était donc ça vient de 2020, de Google Cloud Vision. On donne deux images ici, qui sont tous les deux des figures du gouvernement, et on demande de labelliser, donc ici, génération de labels, l'image. Eh bien, ok, d'accord, il y a peut-être deux drapeaux ici, il n'y en a qu'un, mais quand même,
moi, je trouve que les images ont l'air fort similaires. On va sortir avec 82% de probabilité que ce monsieur est un spokesperson, mais pour la femme, seulement 56%. Et alors, le label, ça je trouve ça quand même assez drôle, enfin drôle et triste à la fois, le label qui a le plus de probabilité pour cette image-ci, c'est official, un officiel, et pour la dame, c'est une personne. 92%, 88%. Et donc, à nouveau, si on connaît l'origine de ces données, ça ne doit pas nous surprendre en fait, mais on doit en être conscient, je pense. Être bien conscient que donc les machines sur lesquelles, les données sur lesquelles on entraîne ces machines ont évidemment ces biais dans les données, qu'elles vont donc complètement amplifier. Et donc pour conclure, je vais utiliser cette quote: nous n'allons pas arrêter le progrès ou retourner en arrière. Donc nous devons reconnaître les dangers et les contrôler. Et là, je prends ces mots, hein, je suis d'accord avec lui, je suis une optimiste et je pense qu'on peut. Donc voilà, merci.